Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Agora Software portant sur le sujet du langage naturel au service d'un IoT collaboratif. Avant toute chose, je vous propose que l'on se présente pour que vous puissiez connaître quels sont vos interlocuteurs du jour. Pour ma part, je m'appelle Coralie et je suis la Social Media Manager d'Agora Software. Yann Torrent, CTO et cofondateur d'Agora Software. Thierry Grenot, cofondateur et CEO d'Agora Software également. Le webinaire durera donc 30 minutes. Nous aurons une partie réservée à la présentation de 20 à 25 minutes et nous aurons ensuite 5 à 10 minutes de questions-réponses. Pour cela, nous vous invitons à poser vos questions dans l'onglet « Questions » qui se trouve à droite de votre écran et non pas dans l'onglet « Chat » qui lui sera exclusivement réservé aux soucis techniques ou à toute autre demande. Sans plus attendre, nous commençons et je donne la parole à Thierry. Merci Coralie. Donc on part effectivement sur un format relativement court, c'est ce qu'on vous propose. Et donc on va faire une introduction sur le sujet. Bien entendu, on ne pourra pas épuiser le sujet sur une seule réunion, mais ce webinaire sera suivi d'une série d'autres webinaires qui viendront présenter des cas d'usage de manière plus détaillée, la manière dont cela fonctionne, etc. Donc aujourd'hui, on est sur une introduction et on va parler de pas mal de choses. On va parler d'objets connectés, on va parler d'applications web, on va parler d'applications métiers, on va parler de plateformes IoT et de langage naturel. On voit tout de suite une des caractéristiques des systèmes d'information d'aujourd'hui qui est amplifiée par l'arrivée de l'IoT, c'est la diversité des objets, la diversité des réseaux, la diversité des plateformes, celle des applications et surtout celle des usages, parce que tout ça est au service des usages des entreprises, des villes connectées. Et on se trouve en face d'une très grande richesse qu'il est difficile d'exploiter tant qu'on n'y aura pas mis un peu d'ordre. Alors, l'Internet des objets, pour commencer par lui, pour des raisons pragmatiques, pour des raisons techniques, pour des raisons liées scientifiques, liées par exemple aux contraintes de propagation de la radio, mais également d'éditeurs. C'est développé dans des silos, des couloirs, et chaque projet, très souvent, chaque projet est dans son couloir. J'ai un problème, je fais un projet IoT, je choisis mes éditeurs d'objets, ma technologie radio, ma plateforme, mon éditeur de plateforme, et je déploie mon projet. Donc, ça a un gros avantage, c'est que ça définit un environnement cohérent au sein duquel on peut déployer de manière sereine ces projets et les faire marcher. Et ça fonctionne bien. La difficulté qui se pose aujourd'hui, c'est que devant la multiplicité des projets, on sent bien qu'il va y avoir un intérêt très important à pouvoir faire interopérer, communiquer, interagir ces projets IoT avec un environnement plus large au niveau du système d'information de l'entreprise, que ce soit d'autres plateformes IoT, par exemple, on pourra avoir plusieurs projets IoT peut-être construits sur des plateformes ou des technologies différentes qui pourraient avoir à communiquer ensemble, réutiliser un même objet pour plusieurs projets, par exemple, ou s'interfacer de manière plus simple, interopérer de manière plus simple avec différentes applications, métiers ou services web, voire les utilisateurs. Et tout ça, c'est assez compliqué. De manière générale, la manière de faire interopérer les projets IoT et les applications, c'est passer par les API. Alors, bonne nouvelle, il y a des API. Pratiquement tous les éditeurs de plateformes, d'objets ou d'applications proposent des API sur lesquelles on peut faire ouvrir, bien entendu. Les clients demandent à ce que l'API soit ouverte. Et donc, on peut interconnecter ces API. Mais ça reste quand même très compliqué. Ça ressemble un petit peu au poteau électrique qu'on voit sur la droite, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des développements à chaque fois, au cas par cas, avec un problème, on va dire, de n carré, c'est-à-dire que chaque interface va pouvoir communiquer avec toutes les autres dans tous ces détails. Donc, c'est compliqué. Ça demande de faire des développements à façon, ça coûte un peu d'argent, ça prend du temps. Des ressources techniques qu'on n'a pas forcément sous la main. Et à mon avis, le plus compliqué, c'est de faire évoluer dans la durée, de maintenir ces applications. Parce que bien entendu, pendant les quelques mois du projet, les cas d'usage ont évolué, les besoins ont évolué, et on n'est jamais totalement synchronisé entre le besoin et le projet. Donc ça reste artisanal, et donc il va falloir adresser cette problématique-là. Et c'est la problématique qu'Agora se propose d'adresser.
de permettre cette interopérabilité, ces interactions de manière systémique, sans avoir à faire de développement à façon. Et je dirais que la première réflexion qu'on peut avoir sur ce thème-là, c'est le langage. C'est de se dire, si on veut faire interopérer des choses qui, a priori, ne sont pas faites pour ça, qui ont été conçues à des moments différents de l'entreprise, de la vie technique, de la technologie, eh bien, il faut leur donner un langage commun. C'est du bon sens, hein, c'est pas besoin d'être grand clair pour deviner ça. Et il faut un langage commun qui soit commun aux parties prenantes, évidemment, qui soit suffisamment souple pour accompagner la variété des usages, et notamment des usages qui vont changer rapidement, parce qu'on est dans un monde qui va de plus en plus vite, et également qui soit suffisamment pérenne pour être à l'abri des modes, pour être à l'abri d'un consortium qui va changer d'avis, d'une nouvelle version, et qui va pouvoir suivre les évolutions des technologies d'un certain côté, mais qui va pouvoir pérenniser les infrastructures que les entreprises vont déployer. Alors, c'est pour ça qu'à Agora, notre thèse, qui est plus qu'une thèse, qui est une réalité, c'est d'utiliser le langage naturel comme langage commun à l'ensemble des parties prenantes que l'on vient de décrire. Alors, on va dire quelques mots du langage quand même, on ne va pas aller très loin, mais on va le citer, parce que c'est quand même... Le langage, c'est une innovation technologique des humains depuis bien longtemps, très longtemps pour la parole. Hein. La parole, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a démarré, mais enfin très 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 longtemps, des centaines de milliers d'années probablement. Et c'est déjà quelque chose d'assez merveilleux, en fait, c'est-à-dire que l'interlocuteur de gauche a une certaine idée, traduit cette idée en son, on a le larynx qui permet de faire ça, transmet le média, ce sont des vibrations sonores dans l'air, transmet cette information, son idée, à un récepteur, une personne qui reçoit ça, à travers son système auditif qui est, on en parlera peut-être un jour pour s'amuser, mais c'est vraiment un truc extraordinaire, si vraiment il y a quelque chose d'intéressant à regarder, c'est comment ça fonctionne, c'est très très avancé, et ces sons sont traduits en une idée, en une image intellectuelle, et qui, si possible, recouvre ce que l'émetteur a voulu envoyer. Et on a vécu avec ça pendant quelques centaines de milliers d'années, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se soit dit que c'était quand même bien utile de pouvoir pérenniser cette parole et de pouvoir, entre guillemets, l'écrire, de pouvoir la stabiliser, pour pouvoir, d'une part, la véhiculer dans l'espace, la transporter à des gens qui sont ailleurs, et également la stabiliser dans le temps, pour pouvoir, par exemple, communiquer aux générations futures ou à la dynastie d'après. Et donc, la première approche a été une approche, on va dire, par hiéroglyphe, c'est-à-dire que les gens ont dessiné, voilà, on voulait parler d'un oiseau, on dessinait un oiseau. On voulait parler d'un serpent, on dessinait un serpent. Ça fonctionne, mais ça fonctionne de manière assez complexe. Il y a des tas de choses que l'on ne peut pas représenter, tout ce qui n'est pas, je dirais, concret, on ne peut pas le représenter. Comment représenter j'ai froid ou j'ai faim, c'est difficile. Et donc, progressivement, les gens se sont mis à assembler ces hiéroglyphes, ces pictogrammes, en sons et en passant par des rébus. Et donc, c'est l'association des sons. Par exemple, sur la stèle qui est à droite, la palette de Narmer, on voit que le nom du roi, je l'ai entouré d'un petit trait pointillé, le nom du roi, il se représente par un poisson et puis un objet, je ne sais plus très bien ce que c'est. Eh bien, l'association de ces deux sons, le son poisson et le son de cet objet non identifié, c'est le nom du roi. Et donc, les gens sont passés par des rébus. Alors, ça a beaucoup simplifié, parce que le nombre de hiéroglyphes, il en faut des dizaines de milliers. Avec les rébus, les gens ont montré qu'avec à peu près 800 000 objets, on arrivait à les combiner pour représenter beaucoup de choses, mais ça reste quand même très complexe. Et ça reste limité à des gens qui ont accès à cette connaissance, et qui n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, progressivement, l'étape suivante, ça a été de dire, non, on va changer ça. Ça s'est passé il y a à peu près 4000 ans. On va coder directement les sons dans une langue phonétique. Et donc, dans mon exemple ici, la jeune femme qui est sur la gauche pense à une girafe, elle exprime dans sa tête ce mot-là, elle le prononce sous forme de son, et on va pouvoir l'écrire en langage phonétique, la girafe. Et finalement, au lieu de coder des choses, on se met à coder des sons, donc on est descendu dans les couches. Et le fait de coder des sons, ça permet de simplifier de plusieurs ordres de grandeur le problème, puisqu'avec 26 lettres, en tout cas en français, plus quelques signes diacritiques, tels que les trémas ou les accents, on peut exprimer la palette des sentiments, des choses, etc. Donc c'est devenu très simple par cette transformation technologique. Et quelque part, pourquoi je parle de ça, c'est parce qu'on va vouloir utiliser cette capacité, cette simplification, ces innovations qui sont maintenant anciennes, dans le monde des systèmes d'information actuels. Et donc, l'idée, c'est d'étendre
au monde des systèmes d'information, de l'IoT, mais également des applications et des services connectés, le langage. En constatant que le langage, ça permet de faire des requêtes, ouvrir une vanne, ça permet de faire des commandes, ouvrir une vanne, des requêtes, donne-moi la température. C'est quelque chose qui est disponible depuis longtemps et encore pour très longtemps, et c'est directement accessible par les utilisateurs. Nous parlons le langage naturel, donc si on arrive à faire parler l'IT en langage naturel, on va pouvoir se comprendre beaucoup plus facilement. À quoi ça sert? Alors, trois grandes caractéristiques. Première chose, ça va nous servir à réunir dans des espaces sécurisés, des workspaces, on pourrait dire en anglo-saxon, des agora, les utilisateurs, les gens qui vont se servir des objets connectés, des applications web, des applications métiers. Et au sein de cet espace sécurisé, tout le monde étant aligné sur un langage unique en temps réel, qui est le langage naturel, donc constituer des espaces d'échange. La deuxième chose, c'est la capacité d'interagir avec les utilisateurs directement sur les outils qu'ils utilisent aujourd'hui, puisque finalement, la plupart des outils qu'on a aujourd'hui sur nos smartphones, ce sont des SMS, ce sont des réseaux sociaux, ce sont des systèmes collaboratifs d'entreprise qui utilisent du langage naturel. Et donc, puisque les objets et les applications vont également parler en langage naturel, on va pouvoir également parler avec eux sans avoir besoin d'applications supplémentaires en langage naturel. Donc, on va diminuer la complexité d'accès par les gens, que ce soit les équipes d'opération, que ce soit des partenaires, que ce soit le public général, les gens en général, avec les infrastructures mises en place. Et la troisième grande fonction, c'est la possibilité de combiner, sans programmation, et ça c'est aussi un des gros avantages de la langue naturelle, ces objets, ces applications et ces utilisateurs qui n'ont pas été construits pour fonctionner ensemble, dans des workflows, dans des processus qui vont permettre de faire des applications métiers, je dirais méta, et combiner des choses qui a priori n'ont pas été faites pour vivre ensemble. Voilà. Les cas d'application sont très nombreux. On voit bien qu'il y a une valeur globale pour de la collaboration. Autant la collaboration, on sait déjà depuis bien longtemps que la collaboration entre les gens, ça démultiplie la valeur. Quand on est deux, on est plus que 2 fois plus fort que quand on est un, etc. Et ça s'applique à tous les systèmes d'information. On a aujourd'hui des cas d'emploi dans l'industrie, la gestion de la maintenance, par exemple, les infrastructures publiques, l'agriculture high-tech, comme l'agriculture aquaponique, par exemple, mais également l'agriculture low-tech, pour faire des choses très simples pour des agriculteurs. Le territoire connecté, donc la ville intelligente, les bâtiments, la gestion de l'environnement, beaucoup de capteurs, mais comment vous rendez l'information des capteurs utilisables par des populations telles que des hôpitaux, des clubs sportifs, voire les gens en général, c'est pas si facile. Et là, le langage va apporter beaucoup d'avantages. On va utiliser une très courte vidéo, 1 minute 30, ça sera pas très long, qui va présenter un cas simple dans l'agriculture, qui va combiner un capteur d'humidité dans le sol, qui va combiner un service web qui est le service de météorologie, combiner un autre actionneur qui va être un actionneur d'une vanne pour faire de l'irrigation, et enfin un réseau social avec lequel l'agriculteur va non seulement définir le processus qu'il va vouloir implémenter, mais surtout, une fois que ce processus sera implémenté, va pouvoir récupérer les résultats le matin à l'heure du café. Donc, je laisse Coralie lancer cette petite vidéo.
Voilà. Et juste en termes de conclusion sur cette première partie, c'est un petit peu pour comparer les avantages et les inconvénients du langage naturel pour réaliser cette fonction de collaboration finalement assez large. Un premier avantage, ça transporte du sens, de la sémantique. Et tous les experts sont d'accord pour dire que l'interopérabilité doit être gérée au niveau sémantique. Au-dessus d'une syntaxe très flexible, c'est ça, je dirais, l'essentiel, c'est-à-dire que la manière d'exprimer les commandes ou les requêtes est extrêmement ouverte, de la même manière que quand on s'exprime avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, à partir du moment où on s'est calé sur la langue, savoir si on parlait en français, en anglais ou en russe ou en chinois, eh bien finalement, la manière de dire les choses est extrêmement large. On n'est pas obligé de se mettre d'accord sur tout un tas de détails pour communiquer. Et donc, on va pouvoir avoir des systèmes très, très ouverts. Le langage est disponible, il appartient à tout le monde ou à personne. Donc, voilà, ça c'est quand même très pratique. Il est très pérenne, hein, on est capable de lire de la littérature qui a plus de 200 ans sans aucune difficulté. Et c'est le langage des humains, donc quelque part, ça permet d'échanger de manière beaucoup plus facile. Ces inconvénients, voilà, le langage, il peut être ambigu dans certains cas. Donc, il faut faire très attention à le décoder de manière simple et avoir pas de faux négatifs, mais il y a des solutions pour ça. La technologie traitement automatique du langage, Natural Language Processing, peut être potentiellement complexe avec des traitements potentiellement lourds, mais également, il y a des solutions pour y arriver. Alors, on ne rentrera pas dans tous les détails, mais ça sera l'objet d'un prochain webinaire pour vous expliquer comment on est capable de gérer ces choses-là avec une technologie très légère et une précision très, très grande. Ce que je n'ai pas dit, et je m'arrêterai là-dessus sur cette dernière remarque, c'est qu'on parle d'IoT au sens très précis de l'IoT tel qu'on le voit avec des capteurs et des actionneurs, mais en réalité, on devrait utiliser la notion d'objet connecté au sens large, une imprimante connectée. Alors, est-ce que c'est de l'IoT, est-ce que c'est une imprimante, on peut discuter, une machine-outil connectée, tout ça, bien entendu, ça s'applique dans les cas d'emploi qu'on a décrits tout à l'heure. Voilà. Je vais m'arrêter là et puis je vais laisser la main à Yann qui va nous expliquer comment tout ça fonctionne. Merci Thierry. Alors, je vais commencer par vous parler un petit peu de la plateforme telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle a été déployée. Nous sommes une plateforme cloud. Et dans cette plateforme cloud, nous avons un système d'applications que nous appelons les vSync. Et ces vSync, j'en parlerai un petit peu plus en détail après, sur la slide suivante. Ces vSync, en fait, vont porter différentes fonctions de connexion pour se connecter sur différentes applications, différentes plateformes IoT, parce que nous ne sommes pas une plateforme IoT. Nous nous situons au-dessus des plateformes IoT, par exemple. Et donc, l'utilisateur va pouvoir créer des groupes de travail, donc des workspaces au sein de cette plateforme. Et dans chacun de ces workspaces, il va pouvoir déployer, au travers des plateformes IoT, des objets, des services web, des applications métiers et des réseaux sociaux pour faire connecter des utilisateurs. Donc le vSync, le vSync, c'est le nom que nous avons trouvé, c'est l'application en fait qui va être spécialisée pour se connecter pour tel ou tel service ou pour telle ou telle application. Le vSync, le rôle premier du vSync, c'est traduire langage naturel, langage machine. Donc quand je parle de langage machine, c'est langage machine API et langage machine, langage naturel. Donc ça, c'est sa première fonction. Donc, il porte les fonctions de traitement du langage. Il porte aussi la capacité de détecter automatiquement la langue de l'utilisateur. Si on a un utilisateur, on va être capable de voir si cet utilisateur écrit en français, en anglais, en allemand, en chinois, et donc de lui répondre dans la langue de l'utilisateur. Le vSync va aussi porter toute la gestion des événements, donc assez classique, si vous avez une lampe connectée, la lampe elle s'allume, elle s'éteint, donc c'est un événement qui va être propagé dans le workspace. Et à partir de ces événements, on va pouvoir enclencher des workflows pour pouvoir automatiser différents aspects. Donc c'est ces états en fait qui sont portés par ces vSync. On a, comme disait Thierry, la partie traitement du langage est donc portée dans chacun de ces vSync. Les différences avec les autres solutions qui font du traitement du langage, c'est finalement la capacité de fonctionner dans des environnements extrêmement contraints, avec très peu de mémoire, très peu de CPU. On est capable de faire un NLP, on est capable de faire du traitement du langage, ce qui fait que potentiellement, on peut imaginer déployer un vSync
peut-être pas dans une lampe parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais dans une machine-outil, dans un véhicule, pourquoi pas. La techno d'Agora nous permettrait de le faire. Et donc le dernier point sur les V-Sync, c'est le développement de ces V-Sync se fait au travers d'un SDK qui mutualise un certain nombre de choses, qui mutualise un certain nombre de ressources et qui permet à un développeur de pouvoir rapidement, alors le développeur en l'occurrence c'est nous, mais ça peut être un partenaire, voire un client final s'il le souhaite. Alors là, on vous montre sur cette slide des captures d'écran de la console d'administration. Donc la première tout en haut, c'est le store des V-Sync, donc les applications, donc ces fameux connecteurs. Donc là, on a des exemples comme AirParif, comme Slack, comme Facebook. Et donc, à chaque fois, ou des calendriers, si ça peut être une application professionnelle type calendrier, on va pouvoir donc connecter ces applications au travers ces V-Sync pour faire des ponts, pour faire venir ces applications, ces objets ou ces utilisateurs dans le Workspace Agora. Et une fois qu'ils sont dans le Workspace Agora, ils vont pouvoir communiquer ensemble en langage naturel. La deuxième capture, c'est le dashboard de la solution. Donc, c'est un dashboard assez classique qui donne des informations, des métriques sur ce qui se passe actuellement sur le Workspace. La dernière capture, c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est la définition de workflow. Alors, les workflows, dans Agora, c'est un système no-code, c'est-à-dire no-code, donc en glisser-déposer. C'est important parce que ça permet à un utilisateur métier qui n'a pas de compétences en langage de programmation de faire des scripts qui vont pouvoir automatiser un certain nombre de tâches, un certain nombre de fonctions. C'est assez facile, c'est du niveau de ce que propose Lego pour les enfants pour apprendre la programmation, donc c'est assez intuitif. Et on se sert en fait de cette interface no-code pour créer le démarrage du script, et toutes les commandes qui sont passées dans ce script seront passées en langage naturel. Et ça aussi, c'est extrêmement pratique, extrêmement simple, et ça permet pour le coup de donner la possibilité à des utilisateurs qui ne sont pas des programmeurs, qui ne sont pas des codeurs, de créer des programmes, des scripts pour automatiser des tâches. Alors, il manque une capture dans cette slide, c'est les verbatims. Donc les verbatims, c'est un point important parce que, en fait, les verbatims, pour nous, c'est les logs. On a appelé ça verbatim, comme tous les échanges se font en langage naturel dans le Workspace. Mais on voit très bien qui a fait la requête, quelle est la requête, quelle a été la réponse. Et donc, on a l'historique à l'instant T de tout ce qui s'est passé sur le Workspace qui permet, a posteriori, de contrôler ce qui s'est passé. Et simplement, en lisant le verbatim, on voit et on comprend ce qui s'est passé. Donc, c'est extrêmement important et c'est aussi un des intérêts d'utilisation de langue naturelle. Voilà, donc on va peut-être commencer à répondre aux questions. Je vais inviter tout le monde à poser ses questions sur le chat. Et Coralie, je te laisse la parole. Merci beaucoup Yann, merci Thierry pour cette présentation. Donc effectivement, il y a des petites questions. On va commencer par une question de Benjamin. Quelle est la différence avec les plateformes IoT ? Alors, je vais peut-être répondre à cette question. Donc, oui, et puis il y a un lien avec Bruno a aussi posé une question, enfin une remarque qui est un peu en lien à ça. Alors, Agora Software n'est pas du tout une plateforme IoT. On peut se voir comme une couche de médiation quelque part entre les différentes plateformes IoT, les applications métiers, les applications web et les services collaboratifs, réseaux sociaux, etc. Donc, on se connecte sur les plateformes IoT qui sont nos partenaires en réalité, et sur lesquels on va se connecter à travers une API qui vont exposer sur cette API les différents objets, les états, les changements d'état. Et au niveau de la partie V-Sync que Yann expliquait tout à l'heure, eh bien on va pouvoir finalement manipuler ces objets, soit pour aller chercher des informations, soit piloter. Donc on n'est pas une plateforme IoT, on peut être vu comme étant une application qui permet de connecter ces plateformes sur un environnement de système d'information beaucoup plus ouvert. Merci beaucoup Thierry. Une autre question, quels sont les V-Sync disponibles? Qui doit développer ce qui manque et est-ce compliqué? Alors je vais peut-être répondre à cette question. Les V-Sync disponibles on s'est focalisé essentiellement sur les réseaux sociaux, sur certaines plateformes IoT et sur certains services web,
Donc, type, ben voilà, AirParif, hein, je pensais à AirParif. On a sur les réseaux sociaux Messenger, Facebook Messenger, Slack, Microsoft Teams. On a un vSync pour se connecter au travers un SMS. Enfin voilà. Ce que j'ai pas expliqué, qui est très important, on va pour la partie utilisateur. On n'a pas d'interface utilisateur Agora. C'est-à-dire que nous, la philosophie d'Agora, c'est d'aller là où l'utilisateur se trouve. C'est pour ça qu'on a multiplié les vSync sur les réseaux sociaux, parce qu'on se dit, à partir du moment où l'utilisateur a déjà un certain nombre d'applications déployées qui traitent le langage naturel, qui comprend, qui fonctionnent en langage naturel, ben, potentiellement on a Agora dessus. Et c'est extrêmement pratique, parce que du coup, on n'a pas besoin de déployer une application dédiée à Agora pour l'utilisateur. Et l'utilisateur, il n'a pas besoin d'apprendre une nouvelle application pour interagir avec un workspace Agora. Donc, du coup, c'est assez intéressant. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup focalisé au début et encore sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Yann. Une autre question. Quelles sont les langues prises en charge? Alors, je vais répondre aussi à cette question. Les langues aujourd'hui, je crois de mémoire, on en a 6. L'anglais, le français, le russe, l'allemand, le chinois, le japonais. On va être amené à en déployer d'autres au fur et à mesure, selon les cas d'usage. La plateforme est suffisamment souple pour pouvoir justement déployer de nouveaux supports de langue rapidement. Voilà. Voilà pour la question. Merci Yann. Une autre question encore. Au-delà du domaine de l'IoT, voyez-vous d'autres champs d'application à la solution Agora? Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Alors, oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'effectivement, comme on a essayé d'expliquer, Agora, c'est une solution d'intermédiation dans des environnements très hétérogènes. Donc, encore une fois, des personnes, des applications métiers et des services web extrêmement variés. La petite vidéo a montré un exemple avec une application météo, mais ça peut être des applications web extrêmement diverses. Donc, par exemple, je vais citer un cas d'emploi sur lequel on travaille en ce moment, qui est un système de GMAO, gestion de la maintenance assistée par ordinateur, qui n'est pas de l'IoT en tant que tel, mais ce sont quand même des équipements connectés. Alors, des grosses machines-outils, mais bon, voilà. Et donc, dès que le milieu est hétérogène, on peut se poser la question d'appliquer la solution Agora. Ceci dit, l'IoT a un certain nombre de spécificités en termes de rafraîchissement d'informations, en termes de nombre d'objets, comment est-ce qu'on les groupe, comment on s'adresse à cette diversité d'objets. Il doit y avoir 100 ou 150 marques de thermomètre, par exemple. Est-ce que c'est vraiment raisonnable que l'utilisateur s'en préoccupe? Nous, on pense que non. Il suffit de lui demander quelle est l'heure, non, quelle est la température. Et donc, il y a quand même des spécificités liées à l'IoT. Mais d'une manière générale, tout environnement IT hétérogène est un cas de potentiel pour Agora. Merci Thierry. On va terminer avec 2 dernières questions. La solution est-elle en temps réel? Oui, c'est un grand, grosse différence avec certains, parce que du coup on a des fonctions d'orchestrateur, c'est ce dont je parlais sur les workflows, et donc eux aussi sont en temps réel, ce qui est extrêmement pratique. Donc oui, c'est une solution qui est en temps réel. Oui. Ok. Autre petite question, est-ce que l'on peut parler plusieurs langues en même temps? Oui. Enfin, parler, on gère plusieurs langues simultanément. C'est-à-dire que chaque vSync a la capacité de détecter la langue automatiquement par requête. Donc, alors bien sûr, dans certains cas, c'est pas forcément toujours utile. Donc, on a la capacité aussi de paramétrer le vSync pour lui dire tout simplement, mais tu gères cette langue-là. Mais par défaut, il a la capacité de détecter la langue par requête, donc automatiquement, sans paramétrage particulier. Merci Yann. Allez, une dernière question de Jocelyn. Que peut représenter l'intégration d'Agora au système d'une organisation? Y a-t-il du développement spécifique et faites-vous affaire avec des SSI pour ces projets? Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Ce que ça doit représenter, nous, on pense que c'est extrêmement simple. Enfin, en tout cas, c'est vraiment la valeur
ce qu'on essaye de faire et la valeur qu'on essaye de porter à la fois simple à déployer, simple à utiliser. On se connecte à des API, donc les API sont préexistantes, on ne change pas les infrastructures. Donc normalement, c'est très rapide et très simple. On parle de jours, enfin, c'est quelque chose comme ça. Y a-t-il des développements spécifiques? Alors, non, mais, voilà. A priori, il n'y en a pas. Là où il peut y en avoir, c'est quand les vSync, donc les interfaces, n'existent pas. Donc, lorsqu'on ne les a pas encore déployés, il y a deux cas, je dirais. Il y a le cas des applications un peu standards, un peu. Donc là, on les prend en charge nous-mêmes. On le fait, c'est des délais de quelques jours. Hein, donc c'est quelque chose qui est très léger. On essaie de faire en sorte que les temps de développement complémentaires soient plus courts que le temps de gestion du projet lui-même. Donc ça ne doit pas être sensible dans le cadre du projet. Et puis on peut avoir des cas un peu plus particuliers dans lesquels on va se connecter à des équipements ou des applications extrêmement spécifiques. Et là, il peut y avoir une discussion entre est-ce que c'est nous qui les développons, ce qui est le cas général, mais pourquoi pas une tierce partie, le client final ou une SS2I, à travers le SDK dont Yann parlait tout à l'heure, où toute la partie spécifique liée au traitement du langage est résolue par Agora, et il ne reste plus qu'à adapter, je dirais, ce morceau de logiciel qui est porté par Agora sur l'API spécifique, donc on parle de développement assez léger. Ça peut être une SS2I, ça peut être les gens du système d'information de l'entreprise, le DSI, ou ça peut être nous, donc ça dépend des cas. Merci beaucoup Thierry. Donc, nous en avons fini avec les questions. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez surtout pas à nous contacter aux différentes adresses que vous voyez sur la slide ci-contre, à savoir notre adresse mail contact@agora-software.com, notre site internet Agora Software ou notre page LinkedIn si vous n'y êtes pas déjà abonné. Nous vous remercions vivement d'avoir participé à ce webinaire et nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir à tous.